je m'appelle Christophe Choïc, je suis onco-pneumo, pneumo-onco. Bon, alors, pneumo, comme disent les Américains, pneumo de formation, me faisant beaucoup d'oncologie thoracique. Et je suis épidémiologiste, je travaille dans une unité INSERM de santé publique. Ça, c'est mes liens d'intérêt. Donc, on va aborder un sujet qui commence à devenir extrêmement important, c'est les inégalités et l'accès aux soins. Alors, il n'y a pas que l'Inde où c'est compliqué, parce que dans notre pays, c'est simple. On a un système mutualiste, et un système mutualiste qui est en train de creuser des inégalités. On va le voir. Alors, vous voyez que lorsqu'on fait un PubMed, ça, c'est à gauche, c'est tout cancer confondu. À droite, c'est que limité au cancer du poumon. Le sujet socio-économie et prise en charge des cancers est un sujet qui devient de plus en plus prégnant en France, mais également aux États-Unis et dans tous les pays développés. Alors, comment est-ce qu'on caractérise pour une personne donnée son niveau socio-professionnel, sa catégorie socio-professionnelle? Alors, on a beaucoup d'indicateurs. En France et en Europe en général, on en retient 3. On retient le fait qu'il travaille ou pas, le niveau de revenu du ménage et le niveau d'éducation. Et vous voyez qu'avec ces 3 indicateurs, on arrive à catégoriser la personne dans sa catégorie socio-professionnelle. Et dans cette revue de la littérature, on voit que la France est très très sensible à ce sujet d'inégalité. Et il y a beaucoup d'études qui utilisent ces 3 facteurs pour essayer de voir si tout le monde a le droit à un accès identique en fonction de là où il vit, de ce qu'il gagne et de s'il travaille ou pas. Alors, dans le cancer du poumon, il faut bien comprendre que le cancer du poumon, c'est un super modèle d'inégalité à l'accès aux soins. Pourquoi? Parce qu'en fait, 90% des cancers sont liés au tabac, et le tabac est un marqueur de précarité. Vous voyez sur ces diapositives très simples qui sont issues de l'Observatoire des inégalités, vous voyez en rouge l'évolution de pourcentage de patients le taux de fumeurs. En rouge, c'est la population générale, et vous voyez que ça diminue, heureusement. Ça diminue extraordinairement bien chez les patients qui ont un niveau d'éducation supérieur au bac. Moyennement, c'est ceux qui ont un niveau d'éducation niveau bac, et chez ceux qui n'ont aucun diplôme, vous voyez, ça ne diminue pas de manière extraordinaire. Donc la ligne rouge, qui est la population générale des personnes vivant en France, cache en fait des disparités. Selon le diplôme, les personnes qui ont un niveau de diplôme faible, d'éducation faible, continuent à fumer de manière extrêmement importante. Même raisonnement selon le revenu, en rouge la population générale, en jaune ceux qui ont les plus faibles revenus, et même constatation encore pire en fonction de la situation professionnelle. Donc très clairement, nos 3 indicateurs très liés au tabac montrent que plus on est, moins on a un niveau d'éducation élevé, moins on a de revenus, et plus on est au chômage, et plus on va fumer, donc plus on va faire des cancers du poumon. Et ça se traduit sur la mortalité de manière très nette. Alors, beaucoup plus nette chez les hommes que chez les femmes, mais même chez les femmes. Alors, chez les femmes, c'est des chiffres qui sont un peu anciens, qui datent de 2021. Maintenant, malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, le cancer du poumon chez la femme augmente, le taux de mortalité augmente, et les inégalités en termes de mortalité augmentent également. Mais alors que les délais, on n'a jamais réussi à démontrer que prendre en charge un patient plus vite impacte la survie. Au contraire, on a même démontré, certaines études, en France en particulier, que lorsqu'on prend un patient très vite, il meurt plus. En fait, c'est parce qu'il est plus symptomatique, c'est les petites cellules. Donc, c'est compliqué, ces histoires de délai. En revanche, là, on montre quand même qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle, il y a un impact sur la mortalité. Et cet impact sur la mortalité, il va être à toutes les étapes de la prise en charge du cancer du poumon. Alors là, vous voyez, on a beaucoup parlé, normalement 2026, c'est l'année du dépistage organisé du cancer du poumon. Alors, dépistage organisé du cancer du poumon, c'est très bien, mais ça va être très compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, il va falloir aller vers des gens qui ont un niveau d'éducation plus faible que la moyenne, des revenus moins importants et qui ne travaillent pas. Vous voyez ici, c'est sur les dépistages qu'on connaît depuis longtemps.
qui sont recommandés en France, c'est le col de l'utérus et le cancer du sein. En plus, c'est chez les femmes. Donc les femmes, elles sont plus adhérentes que les hommes. Donc on est dans la moitié de la population la plus adhérente au dépistage. On a divisé la population des femmes concernées en 10 catégories, de la plus favorisée à la moins favorisée. Vous voyez que le taux de participation ici, des 10% les moins favorisés, est de l'ordre de 48% versus 88% pour la catégorie les plus favorisés. Idem pour le sein. Le sein, en France, c'est une catastrophe. D'abord parce que notre taux de participation n'est pas bon, mais surtout, lorsqu'on divise encore une fois la population des femmes en âge d'avoir une mammographie pour un dépistage en dixième, vous voyez qu'il y a une différence quand même énorme. Bon, l'échelle est une échelle qui augmente un peu cette impression visuelle, mais c'est quand même réellement important. Vous voyez qu'en Norvège, au Danemark, alors on fait le même travail, et ben c'est pas du tout comme ça. Là-bas, toutes les femmes, il y a un camion qui passe, toutes les femmes, on leur dit vous viendrez vous faire dépister, elles y vont, et le facteur catégorie socio-professionnelle est beaucoup moins fort. Alors sur le cancer du poumon, bah, comme nous on n'a pas commencé, on n'a pas de données, mais c'est les Anglais qui ont des données et qui montrent également qu'en zone défavorisée, c'est beaucoup plus difficile de faire ce dépistage du cancer du poumon. Et en plus, c'est embêtant parce qu'ils ont fait un score et ils montrent très clairement que ces personnes défavorisées, ils sont à plus haut risque de cancer du poumon, même s'il y a beaucoup de facteurs confondants. Donc, ils participent moins, les personnes défavorisées, alors qu'ils sont à risque plus élevé. Et donc, il va falloir faire un effort particulier lorsqu'on va mettre en route le dépistage pour aller vers des personnes qui ne viendront pas au centre de dépistage. Alors comment on peut faire? Alors il y a des régions qui réinventent comme en Angleterre, comme aux États-Unis. Donc ça c'est la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, où ils ont obtenu un financement pour faire. Là, il y a un scanner embarqué sur ce camion et ils vont aller vers les personnes les plus défavorisées. C'est un énorme budget. Je peux vous dire la réponse dans 5 ans, ça ne marche pas. On a déjà fait ça il y a 10 ans pour le cancer du poumon. Le scanner qu'on met sur le parking du supermarché en demandant aux gens qui fument de venir passer un scanner, en France, avec les Français, ça ne marche pas. En Île-de-France, on a un autre projet qui, à mon avis, a plus de chances de marcher. C'est des équipes mobiles avec des pneumologues, des addictologues, des infirmières pour aller vers les gens, mais le scanner sera fait dans des centres fixes et donc c'est moins cher et ça peut peut-être marcher. Alors ça, c'était pour le dépistage. Est-ce que pour la chirurgie, il y a des inégalités? On peut se dire qu'une fois qu'on a fait le bilan, il n'y a pas d'inégalité. Et bien en fait, pour la chirurgie également, il y a des inégalités. Ça, c'est une très belle étude qui est parue en 2024 aux États-Unis sur le réseau des hôpitaux qu'on appelle les vétérans et qui montre que, alors c'est vraiment comme les Américains le font quand ils s'intéressent à ces histoires d'inégalité. Vous voyez, ils ont ajusté sur la race, le sexe, le BMI, le tabagisme. Ils ont vraiment essayé de prendre en compte les comorbidités, la distance où habite la personne par rapport au centre de chirurgie, le volume d'exercice du centre. Et il montre très clairement qu'en fonction de votre niveau socio-professionnel, il y a des différences, en particulier sur la réalisation du PET scan. Vous avez moins de PET scan en pré-op quand vous êtes défavorisé et vous avez ce qu'ils appellent un indicateur de qualité des soins opératoires qui est moins bon. En revanche, ça c'était avant d'être opéré, mais quand on est opéré, vous voyez, il n'y a pas tellement d'impact, mais le système de santé est un peu différent, il n'y a pas tellement d'impact. Le seul élément qui est un peu différent en fonction du niveau socio-professionnel, c'est la réadmission à 30 jours. Mais les durées d'hospitalisation ne sont pas différentes, les taux de mortalité à 30 jours ne sont pas différents. Donc là, une fois que vous êtes rentré dans le service de chirurgie, on a l'impression que les inégalités s'estompent. Alors on a essayé de faire avec le professeur Alifano de Cochin le même travail sur la base des chirurgiens thoraciques, la base Epitor, une base française
qui comporte plusieurs milliers de personnes opérées d'un cancer du poumon dans toute la France. Tous les chirurgiens, ou quasiment tous les chirurgiens, remplissent cette base Epitor. Et on a été très surpris, on a publié ça l'année dernière, de voir qu'effectivement en France, on retrouvait, nous, sur un taux de mortalité, des différences en fonction de l'endroit où vous vivez et de votre catégorie socio-professionnelle. Alors ça c'est clair, alors du coup on a continué les travaux, on a utilisé une base qui est la base KBP, qui est une base des hôpitaux généraux, très beau travail réalisé en chef de projet par le docteur Didier Debeuvre qui est à Mulhouse, mais qui est vraiment les hôpitaux régionaux généraux nationaux. Et vous voyez, c'est quand même très intéressant. Sur les cancers du poumon non à petites cellules, il y a 2 patients sur 3 nouveaux diagnostics qui sont à un stade métastatique en Bourgogne, mais seulement 1 patient sur 2 en PACA. Donc vraiment, on a beaucoup plus de formes métastatiques au diagnostic, 2/3 versus la moitié en fonction de la région où vous vivez. Ça se traduit sur la mortalité de manière très claire. On a regardé pour les petites cellules, qui est les 15% de maladies plus graves dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors la différence existe, mais elle est plus tenue parce que en fait c'est une maladie tellement grave que là, même malgré le fait qu'on ait des grands nombres de patients, la différence elle est à peine significative. Il y a toujours des différences entre la Bourgogne-Franche-Comté et la région PACA, mais vous voyez, on n'est plus à 2/3 à la moitié. Là, c'est des différences moins importantes parce que les petites cellules, c'est une maladie extrêmement grave. Le retentissement est moins important en termes de mortalité, mais il n'est quand même pas négatif. Vous voyez, on passe de 84 à 63, donc il vaut toujours mieux vivre en PACA qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Je passe rapidement sur cette diapositive qui sont une analyse pour savoir si on a des pertes de chance en fonction du centre qu'on est pris en charge en France. Et bien, c'est là où notre système de santé récupère ces inégalités de santé, parce qu'en gros, quelle que soit la taille du centre, on a des différences en termes de survie, mais qui s'expliquent plus par le type de patient qu'on prend, avec dans les petits hôpitaux, plus de patients âgés, plus de patients fatigués, plus de patients comorbides, et non pas par la prise en charge. Et comment on peut dire ça? On retombe sur l'histoire, en tout cas, des délais, et vous voyez qu'en fonction du volume d'activité des hôpitaux, on n'a pas de différence en termes de diagnostic. Le délai entre le diagnostic et la RCP, il est de l'ordre de 12 jours, mais pas différent en fonction du volume. En revanche, dans cette étude qui date de 2020, l'accès aux chirurgiens pouvait poser des problèmes, et c'est la seule différence qu'on avait retrouvée. Enfin, quelques diapos pour dire, est-ce que tout le monde a accès à l'innovation de la même manière sur tout le territoire en France? De manière très claire, non. Ça, c'est une étude qui date de 2018, quand l'immunothérapie est arrivée. Je vous rappelle que la première immunothérapie, c'était le nivolumab en 2e ligne dans le cancer bronchique non à petites cellules métastatiques. On a utilisé les données du PMSI, 10 000 patients. On a divisé en 4 groupes, du plus privilégié au moins privilégié. Et très clairement, le groupe qui était dans la partie la moins privilégiée avait moins de prescriptions de nivolumab. Donc, un accès à l'innovation qui dépendait de votre catégorie socio-professionnelle. Alors, on m'a demandé également de parler du coût. J'ai juste 2 diapos. C'est des analyses médico-économiques, c'est un peu plus compliqué. En gros, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui est coût efficace. Les médicaments sont chers, mais le gain est tellement important avec les thérapies ciblées, ce qu'on vous a montré pour les ALK, les EGFR, pour l'immunothérapie. La seule discussion éventuellement, c'est lorsqu'on associe chimio et immunothérapie en première ligne pour les métastatiques, on a un niveau de coût-efficacité qui est plus contrasté, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours coût-efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de vivre une révolution. Quand j'ai commencé
Quand j'étais interne, tous les cancers du poumon, ils mouraient, la médiane de survie chez les métastatiques était à 6 mois. Aujourd'hui, on a 25% de patients sans mutation oncogénique qui vont vivre à 5 ans. Et on a des patients qui ont une thérapie ciblée, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont vivants à 10 ans. Maintenant, on a des chiffres à 10 ans. Et sur le plan économique, alors c'est assez compliqué, mais c'est une étude qu'on a réalisée en suivant les patients qui avaient eu du nivolumab, qui étaient vivants à 2 ans, à 3 ans et à 4 ans. Il faut savoir que parmi ces patients-là, la moitié d'entre eux, certes, sont vivants, mais n'ont plus aucune consommation en rapport avec le cancer du poumon au moment où on fait l'étude. Ça veut dire que non seulement ils sont vivants, mais ils sont, entre guillemets, économiquement guéris. Ils repartent au travail, donc ils recotisent. Donc sur le plan économique, c'est extrêmement important. Donc vous l'avez tous dit, il y a des analyses qui sont coût-efficaces avec les médicaments, mais là où on gagne du temps, c'est organiser la filière des soins des stades précoces. C'est exactement vos projets. C'est extrêmement important. Et c'est à toutes les étapes qu'il faut travailler ces filières de soins. Les obstacles, vous les avez dit, sont très nombreux. Les ARS maintenant vont nous demander vraiment d'organiser ces filières, qu'elles soient dans le staging, la période préopératoire, la chirurgie avec des critères de seuil, mais également des critères de qualité du geste qui commencent à apparaître, et puis la biologie moléculaire, qui reste quand même un gros problème. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais chez nous, ça reste quand même un super problème, surtout qu'on maintenant, comme ça a été dit, il faut faire de la biologie moléculaire dans les stades précoces, et on est toujours dans un problème où le financement de ces tests n'est pas explicité. C'est une priorité, ça a été dit tout à l'heure avec le plan cancer, extrêmement importante des pouvoirs publics. Les inégalités, de manière paradoxale, au fur et à mesure qu'on a fait des progrès dans la prise en charge du cancer de poumon, les inégalités se sont creusées de manière extraordinairement intolérable. Selon que vous soyez suivi dans un centre d'excellence, à avoir votre biologie moléculaire avec une interprétation de qualité, si vous êtes loin d'une grande ville ou si vous êtes démuni parce que pas de travail ou des faibles revenus, vous allez avoir une prise en charge qui va être moins bonne. Les ARS ont une feuille de route et commencent à travailler sur ces indicateurs. Ça, c'est l'exemple de l'Île-de-France où ils ont développé un outil qui est extrêmement intéressant, qui en gros prend en compte, ils appellent IDH2, indice d'éducation, indice de revenu, indice de santé. L'indice de santé qu'ils ont pris, c'est l'espérance de vie calculée à partir des décès des 5 dernières années des personnes de plus de 70 ans. Et ils ont classé chaque commune, chaque département puis chaque commune sur cette échelle. Alors, c'est pas surprenant, hein, quand on regarde Paris, vous connaissez Paris a quasiment aucune personne qui est dans le dernier décile. Et quand on prend le 93 ou le 94, vous voyez, on a 93 ou 77, on a des populations beaucoup plus importantes. Alors c'est quand même très intéressant parce que ça permet vraiment de faire des cartographies très fines et de pouvoir donner des moyens aux communes qui sont les plus démunies. Alors les inégalités sociales de santé, c'est vraiment, en particulier dans le cancer du poumon, une cause qui va devenir de plus en plus importante. Et il faut qu'on essaye de passer, et ça les ARS en revanche ont un peu plus de mal, de la notion d'égalité à la notion d'équité. Alors, c'est quoi la différence? L'égalité, c'est on donne un tiroir à chacun et on ne tient pas compte des besoins. Alors, ça marche très bien pour celui qui est suffisamment grand pour avoir le bon résultat. Et puis, vous voyez que les deux autres, ça ne suffit pas. Et donc, la notion d'équité renvoie au fait qu'il ne faut pas donner la même chose à tout le monde, il faut donner ce qu'il faut à chacun pour que tout le monde ait le même résultat. Et pourquoi je dis que l'ARS, ils ont du mal à passer? Parce qu'en général, on fait des bons constats, mais pour arriver à cette situation-là, ils nous prennent la marche du plus grand pour le donner au plus petit, résultat des courses, alors que là, on avait un tiers qui arrivait à toucher le fruit, là, on a les 3 qui ne touchent pas pour des différentes raisons. Donc, c'est des moyens supplémentaires. L'équité, c'est très important. Voilà, merci.